Leur film fait parler déjà de lui sur les réseaux sociaux. Il s'agit du PPS de Soum. Voilà, PPS de Soum le sapeur, donc humoriste burkinabé. C'est un film de Ousmane Bamogo de Gombo.com. Pour vous dire, dans ce film, on ne retrouve vraiment que des humoristes, en tout cas plus d'humoristes que de chanteurs. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir les membres de ce film intitulé Le PPS de Somme. Et ça sera dans la rubrique invité du jour tout à l'heure. On sera avec eux pour parler notamment de ce film qui va sortir bientôt. On aura l'information à travers la revue de presse avec Elhaj Amadé Soro. Et plus tard, nous parlerons aussi de sport de personnes non-voyantes et organisé donc par l'UNABEPAM. Ça sera aussi dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis chaque matin de vous retrouver sur les antennes de Savan TV. Alors, merci de votre fidélité. Nous démarrons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte d'eux. Et aujourd'hui, cette semaine, nous nous intéressons notamment à l'aspect coutumier du site Bangroego. On y va pour la rubrique à la découverte d'eux. Alors, pour la rubrique à la découverte d'eux, nous partons notamment à la découverte de l'aspect coutumier traditionnel du parc urbain à Bangroego. Et nous allons vous inviter à écouter le témoignage du jour et on revient. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangoréo, appelé Koussiro, pour demander vraiment la paix pour la nation, la protection pour nos dirigeants, et une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on désigne une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de manière une bonne pluie. Mais maintenant, l'affluence, chacun vient avec ses doléances, chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et quand ils demandent, alors, au début avec un poulet, si ça marche pour lui, l'année prochaine, ils amènent soit un brebis ou un bélier. Donc, bon, on a vu ça avec nos parents, nos grands-parents, et ça se perpétue. Donc nous aussi, on veut que ça continue comme ça. Il ne faut pas que vraiment on perde nos racines. Quel que soit ce qu'on dit, si tu es africain, tes parents, tes grands-parents ont passé par là. Donc il ne faut pas qu'on laisse nous oublier nos racines. À cette fête, vraiment, tout le monde est invité. Parce que nous, députés, on vient avec nos notables, notre population. Bon, mais il y a des amis, il y a des services. Chaque service, il n'y a pas une entreprise qui ne met pas sa main. Parce que chacun veut que son activité prospère. Donc, c'est intéressant que tu mettes ta main pour qu'on puisse acheter les poulets, les béliers, le délai pour pouvoir exécuter ces rites-là. Donc nous invitons tout le monde à vraiment jouer bas la terre. Parce que nos racines, on n'a pas d'autres racines que les traditions. Pour que notre culture se perpétue, il faut que nos enfants, chaque enfant doit suivre son papa pour aller au village, pour aller au rite, pour voir comment ses parents vivent. Puis on dit que Wamba no Samba, Kubanga Yab.
Donc l'enfant, en suivant son parent, son père, là, ça veut dire que son père aussi a suivi son grand-père. Donc il faut que ça se perpétue. Revue de presse présentée ce matin par Elhadj Amadé Soro. Bonjour Elhadj et bienvenue. Bonjour Ablita, bonjour à toutes et à tous. On va d'abord feuilleter les journaux. Absolument. Pour connaître les titres. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, gestion du Hajj. Aucune structure, y compris la FAIB, ne détient les pouvoirs de décision. Autant le dire, tenue effective du Tour du Faso, la victoire de tout un peuple. Libération réelle de l'Afrique, le président du Faso échange avec Jacob Zuma. Ordre national des pharmaciens du Burkina, le défi de la souveraineté pharmaceutique au palais de justice, un vendeur de tissus à la barre. Commercialisation primaire du coton graine, la Sofitex a installé le comité de suivi de la campagne. À la suite du journal L'Express du Faso place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, ouverture du procès en appel dans l'affaire Teya et Auton. Un nouveau round judiciaire s'ouvre. Domination de l'Afrique par les puissances coloniales. Nous devons cesser de nous détruire mutuellement et résister au chantage des Occidentaux. Ça doit être des propos tenus par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Paul Domon, vainqueur du Tour du Faso 2025, remporter ce maillot jaune est une grande signification parce que le Tour du Faso est vraiment difficile. Lutte contre le paludisme dans le Sahel, des acteurs réunis pour son éradication d'ici à 2030. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso qui est déjà passé. À présent, aujourd'hui au Faso, audience du président du Faso IB échange avec Jacob Zuma sur la libération réelle de l'Afrique. Le général Mamadi Doumbouya a déposé sa candidature à la Cour suprême. Vrai début d'un processus électoral vicié et au cordeau. Procès en appel de l'affaire Teya et compagnie, ouverture de l'audience hier 3 novembre 2025, diaspora africaine. Le Premier ministre échange avec une délégation d'afro-descendants. Montée mensuelle des couleurs nationales au ministère de la Sécurité, tradition respectée par le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana. Force unifiée de l'AIS, le colonel Eric Dabiré du Burkina prend les commandes. News du jour, organisation du Hajj 2026 au Burkina, la FAIB réagit aux griefs soulevés par les agences de voyage. Burkina, une délégation d'afro-descendants communie avec les Waïens. PDCI RDA, Tidjane Thiam tape du poing sur la table. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, libération de l'Afrique. Le président du Faso échange avec l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Polémique autour de l'organisation du Hajj 2026. La réaction de la FAIB en 4 points. Sylvain Yankogdo Boussouvi, randonneur béninois. Je suis capable de faire 65 voire 70 km de marche par jour. Affaire Teya, ouverture du procès en appel, révélation, contribution à Faso Mebo via la plateforme Faso Azek. Voici le classement par région. Grande mosquée de Dédougou, le grand imam s'est éteint. TGI de Banfora, une détenue de la MACB rattrapée par un nouveau dossier d'escroquerie. Place à présent au journal Sidoya, à la une des Sidoya, carnet santé. Novembre bleu, le discret mois de lutte contre le cancer de la prostate. Docteur Arikana Hombori, présidente de l'Institut de développement de la diaspora africaine, le président Traoré incarne ce que nous avons toujours souhaité chez un Africain. Trait de plume, Tanzanie
le défi de l'apaisement. Diaspora africaine, le Premier ministre échange avec une délégation d'afro-descendants. Libération réelle de l'Afrique, le président échange avec l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Montée des couleurs à l'hôtel administratif du Cadiogo. Nous souhaitons que chaque agent puisse être la meilleure copie de lui-même. Pengrawende Gilbert Ouedraogo. Coup d'appel de Ouagadougou vêtu du procès en appel dans l'affaire Téan et autres exploitations agricoles à Matourgou. Des réfugiés passent de l'assistance humanitaire à l'autonomie. Et nous terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, justice ouverture du procès en appel dans l'affaire Téan et autres. Prévention, extrémisme violent et radicalisation, une quarantaine de journalistes et de communicants en conférence de rédaction. Football, Alassane Zagré Yamatele, la bête noire des attaquants, c'est Dali donc dans la lucarne des anciennes gloires. Menace de Trump contre le Nigeria, sacré Donald. Tour du Faso 2025, tous ont mouillé donc le maillot. Certificat de mise à la consommation, la digitalisation, une nécessité pour la CNLF. Maracana lutte contre la cybercriminalité, la police nationale patrouille jusqu'au sacre. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur un sujet parlant donc de la FAIB qui a communiqué sur le Hajj. Absolument, Abzeta. C'est donc hier que la FAIB, qui est donc la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, et qui est donc la fêtière de toutes les structures, organisations islamiques au Burkina, et à ce titre qui est également impliqué dans toutes les questions liées aux musulmans au Burkina Faso, a donc tenu une conférence de presse suite à des griefs qui ont été soulevés contre la FAIB par certains responsables d'agences de voyage. Donc ce point de presse était pour effectivement revenir sur l'évolution que connaît l'organisation du Hajj au Burkina Faso. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, l'État burkinabé a pris une décision pour organiser tous les pèlerinages religieux, toutes confessions confondues. Et maintenant, après ce décret, il y a maintenant des dispositions qui permettent à chaque confession de pouvoir suivre les règles édictées par l'État dans le domaine des pèlerinages. Et quand on parle de pèlerinage, il faut comprendre aussi le pèlerinage domestique, mais aussi le pèlerinage étranger, notamment vers les lieux saints de l'islam, vers Jérusalem, etc. Donc, c'est suite effectivement à une conférence ou à des propos qui ont été tenus par certains responsables d'agents de voyage que la FAIB s'est vue donc dans l'obligation de tenir cette conférence de presse pour effectivement montrer à quel point, quelle est l'étendue en fait de son pouvoir. Parce qu'actuellement, nous pouvons donc dire que c'est l'État burkinabé qui prend en charge tout ce qui est organisation du pèlerinage, qu'ils soient musulmans, catholiques, protestants, etc., et même coutumiers. Et c'est donc la nouvelle disposition légale qui a été prise. Donc le point de presse de la FAIB, c'était pour effectivement montrer, comme je l'ai dit, la limite aussi des prérogatives dévolues à la FAIB. Parce que, comme vous le savez très bien, depuis 2012, il y a ce qu'on appelle le comité du suivi des Hajj, suivi du pèlerinage à la Mecque. Ce comité-là était donc présidé de façon rotative par les grandes associations islamiques au Burkina Faso. Mais il y a une nouvelle loi qui a été donc votée, qui a été donc un nouveau décret qui a été pris par le gouvernement et qui effectivement qui met fin à cette présidence rotative, n'est-ce pas, liée au comité du suivi des Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Donc peut-être c'est suite à cette décision-là qu'il y a eu effectivement ces différents propos qui ont été donc tenus par certains responsables d'agents de voyage, comme l'a dit la FAIB donc dans son communiqué. Ici, l'idée principale, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Hajj se déroule de manière convenable, de manière transparente, de manière efficiente. Parce qu'aucun pays au monde ne va accepter que ces ressortissants, au nombre de 8143 pour les Hajj par exemple, se retrouvent sans que l'État ne puisse avoir un regard
dans beaucoup de pays du monde, effectivement, le rôle de l'État est primordial dans l'encadrement, dans donc la disponibilisation de tout ce qui est aspect organisationnel, aspect donc réglementaire pour effectivement le Hajj. Donc ce nouveau décret qui a été donc pris le 7 octobre, effectivement, revient sur, en tout cas, abroge les dispositions antérieures en ce qui concerne le Hajj. Ce que nous souhaitons seulement, c'est que tous les acteurs impliqués donc dans ce processus du Hajj et du pèlerinage religieux de façon générale puissent se comprendre. Parce que il y a effectivement des situations où il y a une méfiance qui ne dit pas son nom, et que dans un système ou dans un processus, s'il y a la méfiance, alors il est donc difficile pour les acteurs de pouvoir se comprendre. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que l'État, qui est donc le garant de la sécurité, qu'elle soit physique, morale et même spirituelle de ses ressortissants, doit effectivement avoir un regard donc proche et en tout cas un regard plus accentué sur toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne organisationnelle en ce qui concerne le Hajj. Et je pense que après la conférence de presse de la FAIB, et c'est sûr que d'autres actions vont peut-être suivre dans le sens de l'apaisement de la situation. Donc, il est reproché, d'après le communiqué donc de la FAIB, que c'est la FAIB qui influe en fait sur la décision du gouvernement, alors que la FAIB dit que c'est un décret qui a été pris et en tant qu'une organisation légale aussi reconnue par l'État, elle a le droit donc de se soumettre effectivement aux dispositions légales prises par le Burkina Faso. Le Hajj a toujours suscité effectivement beaucoup de passion, etc. Et moi, je pense que dans la nouvelle dynamique qui est enclenchée par le Burkina Faso, vous savez que cette année, c'est la compagnie nationale Air Burkina qui a assuré le transport des pèlerins à la Mecque. Ça s'est passé dans les conditions les meilleures et tout le monde apprécie cela. Et je pense que si le même esprit donc de repenser l'ensemble de la structure, de l'organisation, aussi du pèlerinage religieux, notamment du Hajj, si ce même esprit donc prévaut également, je pense que nous pouvons trouver une solution. Il faut impliquer tous les acteurs et essayer donc de trouver quelle est la meilleure formule pour que nos citoyens, nos compatriotes puissent effectivement accomplir ce 5e pilier de l'islam dans les conditions les meilleures. Nous savons très bien qu'il y a des États où effectivement c'est l'État central qui organise le Hajj à tous les niveaux. Au Burkina Faso, ici, on avait scindé le processus en deux. Il y a une partie qui était dévolue à l'État, à savoir le recrutement des transporteurs aériens, et que le recrutement des pèlerins était donc laissé à l'appréciation, ou du moins dévolu aux agences de voyage. Mais avec le nouveau décret, c'est l'État maintenant qui centralise l'ensemble des opérations et qui également accorde effectivement une certaine priorité ou une certaine, je vais dire, des prérogatives, voilà, une certaine prérogative aux agents de voyage qui vont, je pense, continuer à travailler, à faire le travail comme il se doit, puisque dans le décret que j'ai pu donc parcourir, il n'y a pas, en tout cas, d'interdiction pour les agents de voyage de mener, tout à fait, d'enrôler donc les pèlerins comme il se doit. Seulement, il y a un cahier de charges qu'il faut donc respecter. Comme toute autre activité, il y a un cahier de charges que les agents de voyage doivent donc respecter. Si ce cahier de charges est respecté, donc je ne pense pas qu'il y ait en tout cas d'autres soucis par rapport à l'organisation du Hajj au Burkina Faso. Merci beaucoup, El Hadj, Merci pour ces analyses. Restez avec nous, nous allons parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo.
Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Guy Yameugou, président de l'UNABEPAM, entendez donc par là l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants, et président de la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées. Bonjour à vous, M. Yameugou. Oui, bonjour, Abzeta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes accompagné du secrétaire général qui est M. Roger Ramdé. Bonjour à vous, M. Ramdé. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, M. Yameugou, avant de parler de ce championnat qui a eu lieu d'ailleurs il y a quelques jours, vous allez nous faire le point tout à l'heure, mais comment ça va au niveau donc de l'UNABEPAM? En tout cas, avant tout propos, je voudrais sincèrement remercier Savoir TV qui nous donne toujours l'occasion de parler de nos activités et surtout de parler de la promotion des personnes handicapées. Oui. Donc pour cela, nous vous disons merci, grandement merci. Je vous en prie. Et à l'UNABEPAM, tout va bien parce que bon, nous étions début octobre sur la rentrée scolaire des enfants, c'est-à-dire le recrutement, les parents d'élèves qui viennent avec les élèves handicapés visuels. Mais je pense qu'à ce jour, tout le monde, tout est en place. Et je pense que même les premiers devoirs sont tombés. Ah bon? Et oui, les premiers devoirs, les enseignants qui sont à l'EGIA, les enseignants qui sont, les élèves qui sont aussi dans les lycées au collège. Alors tout le monde, en tout cas, tout va bien. Et comme je l'ai dit, il y a eu déjà des premiers devoirs. C'est pour dire que la machine est en route. Expliquez-nous encore, est-ce qu'au niveau de l'ABEPAM, vous avez des élèves de quelle classe jusqu'à quelle classe? On a des élèves de la maternelle jusqu'au primaire. D'accord. Et maintenant, nous intégrons les lycéens là, dans les écoles les lycées voisins. Comme par exemple le mix de Gourmet, où j'ai fréquenté, j'avais tout mon cursus là-bas. On a toujours été justement avec, avoir en tout cas au niveau de nos classes, 2 personnes ou 3, voilà. En tout cas, le mix est réputé pour ça, à accueillir notamment ces personnes malvoyantes là avec nous. C'est vraiment, c'est toujours le cas. Hein. C'est ça. Oui, le mix, c'est le bastion qui accueille beaucoup de nos élèves. Le mix, c'est le lycée Sontava. En tout cas, nos élèves sont accueillis là-bas. D'accord. Nous sommes très, très heureux que vous citiez le lycée mix, parce que c'est le berceau même de l'accueil de nos enfants. C'est ça. Nous saluons au passage. Alors, tous ceux qui les accompagnent là-bas, proviseurs, censeurs, et les professeurs. En tout cas, nous leur disons merci. Ok. Alors, M. Ramdé, en même temps, vous êtes de la fédération, mais vous enseignez aussi à l'ABEPAM. Donc, vous enseignez ces enfants-là de la maternelle, du primaire également. Comment ça se passe? Est-ce que pour une personne malvoyante, comme on le dit, cette personne a un 6e sens qui lui permet de mieux comprendre, d'anticiper? Bon, en fait, ils sont comme tout autre enfant. Hein. Nous, dans l'enseignement, nous ne faisons pas de différence. Voilà, nous les prenons comme étant des enfants normaux, comme on le dit. Voilà, ils n'ont pas de difficulté vraiment à apprendre. Voilà, seulement que c'est le matériel qui diffère un peu. Voilà, le matériel didactique qui diffère un peu parce que au lieu du bic, c'est le poinçon. Voilà, pour écrire, il faut la tablette. Voilà, donc ainsi de suite. Sinon, les leçons sont données comme, de façon ordinaire, comme dans les écoles ordinaires. Voilà, mais moi, j'ai abandonné un peu les classes et je suis donc au niveau de la transcription braille. Je suis le responsable de la cellule de transcription, là où toute l'écriture en braille, la transformation en braille, voilà, c'est nous qui nous chargeons de ça. La production donc des documents en braille, les devoirs, quand les devoirs viennent, c'est nous qui nous chargeons de rendre ça accessible, voilà, pour les élèves. Ok. Voilà. Et j'ai l'impression, vous avez dit tout comme autres élèves, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment intelligents. Ils sont assez très intelligents parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai fait le mix. Et par exemple, Jonathan Tapsoba, que je connais, qui a entre-temps été député en plus, et
Jonathan, vous le déposez, je crois qu'on le déposait devant la cour ou même juste traverser le goudron, on le laissait devant la porte du mix, il allait retrouver sa classe lui seul, même si vous voulez, vous pouvez faire chemin ensemble, mais lui il retrouvait sa classe lui seul, et puis en termes de moyens de classe, il était bien, donc ça c'est sûr. Alors c'est vraiment intéressant. Maintenant, et M. Amego, est-ce qu'il y a des difficultés quand même que la personne malvoyante rencontre, que ce soit au niveau du cursus scolaire ou même l'insertion professionnelle après? Bon, nos élèves, il ne faut pas quand même qu'on dise qu'ils n'ont pas de difficultés. La première difficulté, c'est l'accessibilité au niveau des écoles. Et puisque jusqu'à présent, il y a des professeurs qui ne comprennent pas que la personne handicapée visuelle peut ou doit aller à l'école. Malgré que la loi 12 donne, en tout cas, permettent à tous les élèves d'aller à l'école, il y a certains professeurs qui ne sont pas toujours d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas à ces enfants-là de s'épanouir. C'est ça la première difficulté. Deuxième difficulté, les parents de ces enfants-là même ne prennent pas, ils ne pensent pas que ces enfants-là peuvent devenir des travailleurs ou bien des gens qui peuvent développer le pays. Alors que même si on vous aide et ta famille ne te considère pas, ça pose souci. L'intégration de ces enfants, ou comme on le dit maintenant, l'inclusion, ça pose problème. Lorsque les enfants gagnent les diplômes pour accéder à l'emploi, ça c'est un autre problème. Il est vrai que l'État nous permet maintenant de faire les concours, nos élèves fassent les concours, mais le quota est tellement petit que sur peut-être un poste de 2 ou 3, nous avons 200 candidats. Parce qu'au fur et à mesure, nous avons quand même des élèves qui accèdent aux grands diplômes, qui vont à l'université et qui, en tout cas, arrivent à rivaliser avec les autres. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'emplois pour eux. Il n'y a pas assez d'emplois. C'est ça, actuellement, notre problème, ce n'est plus l'encadrement, ce n'est plus les diplômes, mais comment ces jeunes-là peuvent travailler. Comment s'intégrer dans le milieu professionnel. C'est ça la difficulté. Beaucoup sortent avec les diplômes, d'autres à l'université, d'autres sortent avec des diplômes professionnels, mais maintenant comment s'intégrer dans le tissu professionnel. C'est ça. Bon, en tout cas, on continue de faire le plaidoyer, mais comme le gouvernement aussi a dit, on ne peut pas recruter tout le monde à la fonction publique. Donc, il faudra réfléchir pour que des élèves s'orientent vers les trucs professionnels. Voilà, ce qui est accessible à la personne handicapée visuelle. Voilà, tout ce qui est professionnel, tout ce qu'ils peuvent entreprendre eux-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. D'accord. Bon. Là, on parle du volet scolaire, le volet professionnel, mais qu'en est-il du volet social? Je veux dire, par exemple, au niveau des centres de santé, c'est quoi la situation actuelle? Au niveau des centres de santé, c'est la même chose, puisque la loi 012, en tout cas, il y a eu des arrêtés où, bon, on a dit que les personnes handicapées visuelles peuvent aller se soigner sans problème. Mais la carte d'invalidité n'offre pas systématiquement alors cette facilité-là. Si bien que dans les centres de santé, bon, nous sommes pris en charge comme tout le monde. Ça veut dire que la carte d'invalidité devrait permettre qu'on prenne en charge les personnes handicapées visuelles qui en possèdent. Mais maintenant, il y a des degrés. C'est selon le degré de handicap. Tu peux être déclaré comme indigent, tu peux être pris en charge à moitié. Mais malheureusement, les structures même ignorent cette carte. Vous vous présentez avec la carte, je sais même pas, le médecin ou le chef de service de santé dit que lui, il ne connaît même pas la carte d'invalidité, que c'est quoi. Alors que c'est quelque chose qui est sorti depuis longtemps. Il y a des arrêtés qui sont là, mais l'application, c'est un problème. Sinon,
Et je reconnais que les personnes indigentes souvent bénéficient de la prise en charge avec l'intervention de certains centres de santé. Parce qu'il y a un dispositif de l'action sociale qui prennent en charge ces indigents-là. Mais les autres, ce n'est pas possible. La carte d'invalidité, je peux dire, ça sert actuellement aux élèves parce que pour passer les concours, il faut maintenant cette carte d'invalidité. Okay. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas passer. Mais en tout cas, nous faisons tout pour que ces enfants-là puissent avoir ces cartes d'invalidité. Mais ça ne suffit pas. Avoir la carte d'invalidité et ne pas en jouir de ses effets, ça c'est une autre histoire. Donc, continuez le plaidoyer en tout cas, pour qu'un jour tout cela soit réglé au profit des personnes handicapées visuelles et de toutes les personnes handicapées de Burkina. On espère également, M. Amego. On va parler sport maintenant, parce que on va faire le point sur notamment le championnat national que vous avez organisé. Et M. Ramdé, je commence par vous. Pour vous qui êtes vraiment proche de ces personnes handicapées visuelles, vous êtes du comité d'organisation, vous êtes de la fédération. Qu'est-ce que vous voyez quand vous les voyez faire le sport? Est-ce qu'ils sont épanouis? Qu'est-ce que ça leur apporte? Oui, vraiment, quand on les voit vraiment faire du sport, vraiment ça donne du baume au cœur. Parce que moi-même qui parle, j'ai été même encadreur donc, au niveau de l'UNAVEPAM, voilà, avec les petits-enfants, les athlètes. Voilà, j'ai accompagné le président aussi dans ses activités sportives. Donc vraiment, ça fait du bien et ça... Bon, quand les athlètes font du sport, ils sont vraiment contents, ils sont épanouis. Voilà, ils sont réellement épanouis. Et ça les valorise du coup. Du coup, voilà. Bien sûr. Monsieur Amego, est-ce que le sport est très important pour la personne handicapée visuelle? Plus qu'important. Vous savez que dans un premier temps, je vais commencer par les personnes handicapées visuelles et les autres viendront. Vous savez, quand tu es handicapé visuel, tu n'as pas l'occasion de bouger. Souvent, on te met dans un coin et tu ne peux pas bouger si quelqu'un ne vient pas. Maintenant, avec le sport, on adapte pour que souvent certains soient guidés et certains puissent pratiquer selon l'adaptabilité de l'espace ou du terrain. Et quand nos enfants-là gagnent un espace-là, ils ne font que bouger. Ils ne font que bouger. Donc, le sport, c'est vraiment l'élément qui les valorise, l'élément qui construit leur statut social, parce qu'ils veulent se valoriser. Et quand on les met de côté, ils pensent qu'ils sont incapables, ils pensent qu'on les diminue. Mais quand vous les voyez exprimer là, tu dis que c'est pas possible. Ah oui. tu es ému et tu es ébloui. Parce que toutes les personnes qui arrivent, par exemple, à la VEPAM, sur le plateau, ils voient les enfants, ils bougent, ils ont des petits papiers ou des ballons, mais les gens pensent qu'ils voient. Alors que ces enfants ne voient pas. Mais même à midi, ils sont en train de jouer. Parce que c'est l'occasion de s'épanouir. Dans la cour, tu ne peux pas courir. Il y a les obstacles. Et sur la route, tu ne peux rien faire. Donc, vraiment, c'est très, très vital pour une personne handicapée visuelle. Et pour les moteurs, vous savez, quand tu perds un membre et tu restes assis, tu deviens perclus. C'est-à-dire tu perds tout. Ton sens, ta vigueur. Donc, quand ils ont l'occasion de faire le sport, ça, non seulement ça forme le corps, l'esprit et le mental. Les sourds, c'est la même chose. Quand vous les voyez pratiquer là, les sourds, pour eux, ils disent que nous, c'est parce qu'on n'entend pas. Sinon, nous pouvons faire comme tout le monde. Et ils jouent au ballon de football, ils sont épanouis. Et même les déficients intellectuels. Maintenant, on dit déficient du cerveau. Parce qu'on peut être déficient du cerveau sans avoir de l'intelligence. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, même ces jeunes-là, quand tu les vois là, courir, mais ils sont épanouis, ils sont contents. À la fin de la course, là, ils s'applaudissent lui-même parce qu'il est content. Oui. Et donc, vraiment, le sport, là, c'est très, très capital
pour les personnes handicapées. Alors, ce que vous avez organisé il y a quelques jours, c'est vraiment pour les athlètes. Donc, c'est une compétition, ce n'était pas pour les amateurs ou ceux qui le font juste pour avoir plaisir. Non. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé? D'accord. Effectivement, nous avons programmé notre activité, le championnat national d'athlétisme, qui a eu lieu le 1er novembre au stade du 4 août, et ça a regroupé 114 athlètes venus de presque toutes les provinces, de toutes les régions maintenant, hein, sauf la région du Liptako. Voilà, sinon partout nous avons en tout cas des athlètes. Et nous avons aussi 28 clubs. Donc les 28 clubs-là sont animés par des encadreurs. Les encadreurs étaient présents. Et il y a combien de sensibilités? 4 sensibilités. Les handicapés visuels, les déficients, les sourds et malentendants, les handicapés visuels appelés communément les moteurs, et les déficients du cerveau. 4 catégories. Et chez nous, chaque catégorie compétit dans ses disciplines. C'est-à-dire, on fait ensemble, mais chacun fait sa discipline. Ça veut dire que les déficients intellectuels, ils ont leurs épreuves, ils compétissent entre eux. Les visuels aussi la même chose, les moteurs même chose, et voilà, les sourds même chose. Donc, on a présenté le 1er novembre là, 28 disciplines. 28 disciplines. Oui. Par exemple, pour les handicapés visuels, c'est quoi leur discipline? Bon, les handicapés visuels, ils font les courses. Courses de 100 mètres, courses de 800, courses de 1500 et même courses de 3000. Seulement, la spécificité, il y a la classification. Il y a ce que nous appelons les T11. Les T11, c'est ce qu'ils ne voient pas. Et quand ils veulent courir, ils ont besoin de guides. Il faut des guides qui les accompagnent. Il y a les T12, et ils sont des malvoyants, mais ils ne voient pas très bien, mais ils peuvent se déplacer. Eux, on leur donne des bandeaux. Il y a les T13. T13, eux, ils peuvent évoluer seuls parce qu'ils voient quand même et ils compétissent sans problème. Donc, ils font les courses. Et ce qui est extraordinaire, ils font aussi les sauts en longueur. Ah oui. Vous savez que pour que quelqu'un qui ne voit pas ou qui voit mal puisse sauter en longueur, référer la planche d'appel et puis sauter dans le sable là. Ah, il faut vraiment le courage. Parce que quand tu ne vois pas et on te dit de sauter dans le vide, est-ce que vous comprenez, hein? Ah oui, j'imagine. J'imagine c'est pas la peur. Ça fait peur. Donc, pour qu'on arrive à faire que l'enfant là enlève cette peur-là, courir et sauter, il faut du travail. Et pourtant, on arrive à le faire. Ah oui. Et pourtant, on arrive à le faire. Parce que courir, si on a quelqu'un qui attrape sa main pour courir, on peut faire confiance à la personne. Alors, mais sauter seul, tu cours, tu sautes. Et bon, en tout cas, c'est avec les entraînements. Avec les entraînements, on essaie en tout cas de leur donner des repères et ça marche. Et les aveugles aussi lancent le poids. Hein? Ah oui. Oui, lancent le poids. Oui, il n'y a même pas de souci. Tout ça, là, c'est l'encadrement. Tant qu'ils soient encadrés, il n'y a même pas de souci. Ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Monsieur Ramdé, vous allez ajouter, après on va revenir au président. Par exemple, donc on a vu les disciplines des handicapés visuels et les déficients, on dit quoi maintenant? Déficients du cerveau. Déficients du cerveau. Les déficients du cerveau. Et c'est quoi leur discipline? Oui, bon, en fait, eux aussi, ils font du saut en longueur. Voilà, ils font le 100 mètres aussi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en tout cas, chez eux, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que chez eux, bon, la classification est plus difficile. Voilà, la classification est plus difficile. Donc, bon, c'est un lot. Bon, l'essentiel, c'est que, en tout cas, l'athlète arrive à concourir avec les autres. Voilà, et en tout cas, ça lui procure en tout cas de la joie. Voilà, c'est l'essentiel. Et vous avez parlé ensuite des moteurs, je crois, des handicapés moteurs. Oui. Ok, eux, c'est quoi leur discipline? Bon, les disciplines, bon, là-bas, ils font du fauteuil roulant aussi. Voilà, en plus de
Le tricycle. Voilà, tricycle, voilà, fauteuil roulant. Voilà, c'est 1500, du 100 mètres. Voilà, et les moteurs dessus font du poids. D'accord. Voilà, ils font du poids, lancer du poids. Ok. Voilà. Et quatrième catégorie, là j'ai... La quatrième catégorie, les sourds et malentendants. Oui. C'est quoi leur discipline? Bon, les sourds aussi font du 100 mètres. Ok. Voilà, du 1500 aussi. Et ils font du saut en longueur aussi. Ils lancent aussi du poids. Voilà. D'accord. Donc vraiment, généralement, tout le monde court, tout le monde saute, tout le monde lance le poids. Voilà. Mais dans la catégorie des handicapés physiques, il y a les amputés des bras. Là. Oui. Voilà, ça c'est une catégorie aussi de handicap physique. Les amputés, bon, selon en tout cas la longueur du bras, bon, soit c'est sectionné ici, soit c'est ici, on les classifie aussi. Mais bon, nous les faisons courir ensemble parce que selon le degré de la longueur du bras, ça peut t'empêcher d'aller vite ou de ne pas aller vite. Donc on les classifie aussi. Mais comme nous n'avons pas cette possibilité, nous leur permettons de compétir ensemble. Et ils font les 100 mètres, les 200 mètres, ils font la longueur. Et donc, au total, vous avez dit, vous aviez combien d'athlètes qui ont participé? 114 athlètes. 114. Et vous avez eu à récompenser combien? Et c'était quoi les récompenses? J'ai dit 28 disciplines. Chaque discipline, les premiers, deuxième et troisième ont été récompensés en espèces. Ok, en espèces. Le premier prix, 40 000. Le deuxième prix, 30 000. Et le quatrième prix, 20 000, avec des médailles. Avec des médailles d'or, médailles de bronze, et d'argent et médailles de bronze. D'accord. Voilà. Donc, on a... Et quand les gens ne comprennent pas, nous avons 28 épreuves et ça nous a coûté 2 600 000 francs compris. Parce que nous voulons que ça touche tout le monde. Oui. Parce que si nous voulons faire gros, il y a d'autres qui ne vont pas avoir grand-chose. C'est ça. Ok. Et avec tout ça, là, le championnat est terminé. Quel est le bilan qu'on se fait? En tout cas, le bilan est positif. Parce que, vous voyez, on a démarré les compétitions à 11h. D'accord. Parce que le président, notre chef de l'État, était au stade du 4 août pour ces exercices. Et nous, on a patienté et ils ont commencé. Et avec la résilience qu'on connaît du Burkina, des Burkinabés, les gens ont commencé à 11h et on a travaillé jusqu'à 13h, on a marqué une pause et on a terminé le soir. Mais c'est vraiment dans une ambiance cordiale. Pas de problème, pas de plainte, malgré le soleil. Et nous avons enregistré une amélioration des performances. Parce que l'an passé, nous, on était à Bobo. À Bobo, là-bas, la piste était très, très défectueuse et les gens n'ont pas pu bien s'exprimer. Mais cette fois-ci, vraiment, le directeur technique a dit que les performances sont absolument meilleures. Et au niveau des sauts, on a enregistré en tout cas de bonnes performances, surtout au niveau des visuels, au niveau des sourds et même au niveau des déficients du cerveau. Voilà. Donc, et nous avons constaté que ce ne sont pas les athlètes de Bobo et de Ouaga qui avaient l'habitude de rafler tout. Hein. Ah bon? On a vu que même ceux qui viennent des provinces, là, que ce soit de Dougou, que ce soit Koudougou, que ce soit Ouaïouya, Banfo, Tenkodogo, là, ils ont raflé des prix. Et ça veut dire que même dans les provinces, les gens travaillent. Même dans les provinces, les personnes handicapées visuelles ne baissent pas les bras. Ils nous écoutent et ils compétissent et ils se forment. C'est ça qui est vraiment notre fierté. Parce que les gens pensent que quand nous venons au stade du 4 août, c'est pour nous amuser. Alors que non, c'est pour valoriser la personne handicapée. Et c'est de ces clubs-là aussi que sortent des athlètes qui compétissent à l'extérieur. Bien sûr, on va en revenir si on aborde le côté perspective. C'est ça. Voilà.
Donc, merci bien. Alors, donc, un bilan positif, hein, M. Ramdé, comme M. Yamego le disait tout à l'heure. Ce sont des sportifs qui sont repartis encore plus joyeux. Oui. Ok. Alors, la dernière question, justement, concernait les perspectives, vos ambitions, ce que vous souhaitez, parce qu'on est en train de tendre vers la fin de l'entretien. Bon, ok. Donc, M. Yamego. Bon, nos ambitions, bon, il faut dire que nous avons commencé c'est la première activité. Hein. La deuxième activité que nous allons réaliser, le 15 novembre, nous aurons une formation des officiels techniques de la Fédération de basket et nos membres, les présidents des clubs, parce que ce sont les officiels techniques de la Fédération de basket qui officient les matchs handi-basket. Okay. Et c'est pour harmoniser la compréhension, puisque siffler pour des personnes valides et siffler pour les personnes handicapées, ça pose souvent des problèmes. Donc nous voulons lever en tout cas cette barrière de compréhension pour que la compétition que nous allons organiser pour Handi Basket Torball à la fin du mois de novembre, qu'il n'y ait plus de difficultés de compréhension. Donc on a deux activités. Il y a celle que j'ai dit autour du 15 novembre, la Handi Basket Torball vers fin novembre. Et nous avons aussi notre conseil de gestion que nous allons organiser en décembre, mais nous avons été invités autour du 15-16 décembre pour prendre part à un stage de haut niveau au Maroc. Et ça, c'est l'IPC qui prend en compte ce déplacement. Un encadreur plus 3 athlètes. Et ils ont dit 2 filles, un garçon. Voilà. Vous allez aller prouver. Ils vont compétir, mais on va les former davantage. Bon, en tout cas, nous pensons qu'en 2026, puisque maintenant c'est 2026, c'est prendre part aux Jeux de Marrakech qui se déroulent toujours en avril avec des athlètes, aux Jeux de Tunis en juin 2026, ça c'est en Tunisie, et pourquoi pas saisir l'occasion si nous avons la possibilité d'aller à d'autres compétitions. Voilà, et puis trouver les moyens d'aller classifier nos athlètes. Parce qu'au niveau international, on ne peut jamais prendre part à une activité sportive internationale sans que vous soyez classifié. Classifié, vous comprenez, non? C'est mettre les gens dans des classes. C'est ça. Et donc, comme il y a plusieurs types de handicap et de degrés de handicap, il faut les classifier. D'accord. Donc, il faut ça pour pouvoir encore participer à des compétitions extérieures. Merci beaucoup, M. Yamego. Le temps est terminé. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de nous avoir, en tout cas, reçus. Et je pense que Savane FM, Savane TV, c'est notre maison. Et nous sommes toujours de très bon cœur avec vous, parce qu'à tout moment, vous répondez à nos attentes, à notre Merci. appel. Monsieur Yamego, on aura d'autres occasions encore. On va vous inviter pour parler notamment de vos compétitions à venir, parce que d'ici le 15, vous avez encore cette formation. Merci beaucoup, Monsieur Ramdé, également. Et merci à vous, Monsieur Guy Yamego. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Et de retour sur ce plateau, je vous l'annonçais en introduction. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film qui va certainement faire parler de lui à partir de ce soir. Il s'agit donc du PPS de Soum le sapeur, si vous voulez, avec bien sûr son Gogni, donc parce que c'est vraiment un groupe d'humoristes, de comédiens, de musiciens qu'on retrouve dans ce film-là. On en parle aujourd'hui avec Zampa Ligré Abdraman, qui est exploitant de salle de ciné. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr de sa salle de ciné au Burkina qu'il exploite actuellement. Alors, Zampa Ligré est réalisateur, producteur aussi. Donc, vraiment très ancré dans le milieu du cinéma.
Il est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Bonjour Zampa. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien. Chers téléspectateurs, bonjour à vous. Et chez toi? Oui, ça va bien. Ok. Nous sommes également avec l'humoriste Lookman. Bonjour Lookman. Bonjour, comment tu vas? Ouais, bien, moi bien. je vais super bien et toi-même. Dieu merci. Zampa Ligri, il t'a pas tout dit. Hein. Tout ce qui est comme heure, il fait. T'as dit réalisateur, producteur, il a aussi des marcheurs. Des marcheurs. Ça, je ne savais pas. Merci pour l'information, Lookman. Mais comment vous vous êtes retrouvé, Lookman, déjà, dans ce film-là, comment vous avez pu vraiment le réaliser? Parce que moi, j'ai regardé, puis jouer sans rire, en fait. Ce que je veux dire, comment vous êtes arrivé à pouvoir jouer les séquences de ce film-là? Parce que moi, j'ai regardé la bande-annonce, chaque fois que je regarde, je ris seulement. Ouais, bon, après, c'est notre métier aussi. Ouais, donc, c'est encore plus simple. Et surtout, se retrouver au milieu de comédiens formidables comme ces personnes-là et tout. C'était vraiment un bon cocktail. Donc, tout s'est fait dans une très bonne ambiance. Et ouais, par moments, même nous aussi, on lâchait des esquisses de rire là-bas sur le plateau. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous allez voir la bande-annonce et puis l'affiche de ce film et qui est programmée. Ça commence aujourd'hui? Non, ça a commencé hier. Voilà. Pardon, nous sommes le 4. C'est ça. Ah, moi, j'étais au 3. Donc, le 3, c'était hier et ça a commencé hier. Donc, c'était la grande première. Zampa, est-ce que tu as eu des maux de tête encore? Je suis même malade juste là. Parce que sur ce même plateau, j'ai apprécié des films. Oui. Cette année, j'ai apprécié Katanga, j'ai apprécié Gouring en termes d'entrée. Oui. Mais je crois que le PPS de Soum le Sapeur va être le box-office. Alors, écoute, tu es au premier jour. Hein. Non, moi j'ai l'intuition. Ça fait 38 ans que je suis dans l'exploitation. Quand je dis qu'un film va donner, il cartonne. Parce que ce qu'on a fait comme entrée hier, malgré qu'il y a eu plein d'invitations, j'ai jamais vu ça un lundi. Depuis le temps de la Sonassi. Depuis 38 ans que je suis dans le cinéma, je n'ai pas vu autant d'entrées un lundi pour un film. Je suis émerveillé. Alors, je ne sais pas quoi dire. Merci au public. Moi, je pense qu'après ça, moi, je vais également faire mon PPS, quoi. Je vais programmer également mon PPS. Mais la PPS, on a mal à une baby. Non, mais c'est quand j'ai écouté le spot de Nora Nare, du papa Nora Nare qu'on salue. Moi, j'ai ri. J'ai dit, mais si Nora Nare, tu prends ton spot pour. Non, mais il est impeccable, lui. Il a transformé, ajouté les choses. Je te dis. Donc, pour les petits soulards, c'est 2000 francs. Pour les grands soulards, c'est 2500. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans le spot amoré, justement. Alors, Lookman, on veut bien connaître le synopsis du film. Zampa Ligri pourra ajouter, mais tu as travaillé sur le projet en tant qu'acteur. Alors, ça part de quelle histoire, ce film? Je pense que c'est comme tu l'as dit, je vais essayer de juste faire un synopsis, je ne vais pas tout spoiler ici, sinon voilà et tout. Mais disons que comme tous les acteurs qui étaient sur le plateau, on voit que ce sont des comédiens et puis c'est un film comique. Donc tout part du fait qu'il y a Soum le Sapeur qui veut faire son PPS et il y a une motivation derrière. C'est-à-dire il y a sa chérie qui lui a dit si tu m'épouses, alors tout ce que tu vois là comme tu vois, c'est frilaté et tout là, ça va t'appartenir. Et là, la motivation de Soum pour faire son PPS. La motivation, ce n'est pas, mais ce ne sont pas des maisons, je sais pas. Mais chacun a sa motivation. Soum, sa motivation, c'est la cave. Les caves. Tout ce qu'il y a comme boisson frilatée. Dans la cave. Et voilà. Donc c'est vraiment ça, et dans le film il y a plein de rebondissements. Je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens ont aimé. Il y a pas mal de contre-pieds, tu regardes, tu penses que tu peux anticiper ce qui va se passer après, paf, on t'envoie dans un autre mais regarde Lookman, ça là tu partais où? C'est toi qui es en train de courir dans la bande annonce. On revient s'il vous plaît. Ça là tu partais où? Là où tu es en train de courir, tu partais où? Non. Ici là. Regarde comment tu as sauté. C'était où tu partais en fait? Non, on m'a dit qu'il y a mon ex qui me cherchait, c'est pour ça que je fuyais. Moi, vu que mon ex même c'était une femme claire, moi j'ai peur de femmes claires. Comment tu peux venir sur le plateau de quelqu'un et puis tu dis que tu as peur de femmes claires? Non, c'est pas moi, c'est Sanabo même qui a dit no woman, no cry. Oui, c'est pas Sanabo. Bon, moi je sais pas. Je comprends plus rien. Ça veut dire qu'il ne fait jamais confiance à une femme claire.
D'accord. Alors, Zampa, il faut dire que c'est une idée de Ousmane Bamogo de Gombo.com. C'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est lui Siati ou c'est lui Kriketa-Kuka. C'est lui Kriketa-Kuka. Voilà. Donc, alors, comment on peut avoir une idée comme ça? Je ne sais pas si tu as discuté avec lui. On verra si on peut l'avoir pour les prochaines émissions. Oui. Comment il a eu l'idée, je me demande, de regrouper que des talents humoristiques du Burkina dans un même film? Bon, ben ça, je vais laisser la réponse à son collaborateur direct. Okay. Voilà. Ouais, déjà, il faut savoir que c'est un devancier, c'est un doyen du milieu. Et ce sont des personnes avec l'expérience qu'ils ont. Tous mes 2 spectacles précédents que j'ai eu à faire, c'était eux qui étaient les metteurs en scène. Okay. Donc, c'est-à-dire, moi, je les appelle des bibliothèques. Tu vois, ce sont des bibliothèques, ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de choses à partager aux jeunes. Et l'inspiration, elle est divine, quoi. Et il a juste prouvé avec ce film qu'il est très fort. Et pour moi-même, je trouve que ce film, il a juste écrit à la main gauche. Parce que s'il se concentre encore, moi, je pense qu'il peut donner plus que ça. Peut-être que lui-même, il ne le sait pas. Mais jusqu'à l'observer, nous-mêmes jeunes, on apprend encore beaucoup plus de lui jusqu'à l'observer. Et je pense que c'est juste l'inspiration qui est venue de lui comme ça. Et puis voilà. Parce que c'est le premier film aussi de lui, je crois. Ouais, oui, c'est son premier film. Premier film. Vous êtes Annick, moi je dis que ce monsieur, comme Lukman l'a dit, il va faire beaucoup dans le cinéma. Ouais. Okay. Parce que ce qui m'a émerveillé en lui, il est très modeste. Très humain. Parce que pour lui, il a fait ce film, il ne pensait pas que ça allait prendre comme ça. Donc, quelqu'un qui se sous-estime dès le départ, il va comprendre qu'il fait partie des grands du cinéma au niveau du Burkina. Moi, je suis persuadé, avec un peu d'appui, les autorités nous écoutent, avec un peu d'appui, parce que Ouagadougou, c'est la capitale du cinéma africain. Il faut appuyer les réalisateurs, les producteurs, afin qu'ils sortent des films. Il faut appuyer les salles également. Un peu d'appui. Avec quelques conseils des dévanciers dans le cinéma comme Zida Boka Sidnaba, je pense que Ousmane Bamogo va faire beaucoup dans le cinéma. Alors, Zamba, est-ce que ce genre de film marche forcément en salle de ciné? Vraiment parce que c'est purement comique, c'est vraiment proche de la population, et tu vois, ils ont pris leur dîner tranquillement pour le PPS, les gens se retrouvent, c'est la réalité du Burkina. Est-ce que ça marche forcément vis-à-vis du public, ce type de film en salle? Moi, ce n'est pas de la tautologie que je vais faire, mais je vais me répéter, parce qu'à chaque fois que j'ai une occasion, je dis, c'est ce genre de film que les Burkinabés aiment actuellement. Parce que depuis 2005, nous avons vu avec la sortie de Ouagadougou, de Zida Boka Sidnaba, je pense que PPS va atteindre Ouagadougou. Parce qu'après Ouagadougou et puis Fantôme dans la ville, je n'ai pas vu un film depuis 1987 qui a cartonné au Burkina comme ça. Alors, donc, c'est dire que c'est ce genre de film, les gens se reconnaissent. Le Burkinabé, c'est quoi son problème? Il ne veut pas venir. D'abord, ils sont trop stressés dehors. Quand tu es stressé et puis on te met dans une salle, on te dit de réfléchir pour comprendre le film, mon cher, c'est problématique. Alors, les gens, quand c'est des films comme ça, je dis hier, là, il y a des mots même que tu ne peux pas entendre. Les gars ne finissent pas leur phrase, la salle explose de rire. Les gars ne finissent pas leur phrase, la salle explose de rire. Oui. Donc c'est pour dire que c'est ce genre de film qu'il faut pour les Burkinabés, pour les salles, afin que les salles commencent à, en tout cas celles qui sont tombées ou mortes, commencent à revivre. Et celles qui vivent déjà commencent en tout cas à assurer en tout cas leur grandeur. Alors donc je vais demander aux producteurs, aux réalisateurs, de réfléchir comme Bamogo. Comme Zida Boka Sidnaba. J'ai dit plusieurs fois, lors des émissions dans plusieurs chaînes de télévision, que quand j'apprends que Sidnaba est en train de réaliser un film, j'ai dit qu'il est en train de planter le cacao. Quand il finit de réaliser, le cacao est mûr. Quand il sort en salle, c'est la moisson. Ouais. Alors, donc, je pense que... un film qui va... Je dis ça pour que nous autres, qui sommes des jeunes réalisateurs, producteurs, on emboîte les pas de ces gens. Oui. Voilà, c'est des genres de films qui marchent. Alors, Lukman, je vais te permettre de citer quelques noms de tes collègues qui ont joué avec toi dans ce film, bien sûr. Oh, il y en a plein. J'ai peur de me prêter un peu à cet exercice-là pour oublier des noms et pour frustrer certaines personnes. Mais je pense que
l'acteur principal, tout le monde le connaît, qui est Soum le sapeur. Mais après lui, je pense qu'on a eu pas mal de formidables acteurs désolé si j'en oublie certains noms, mais je pense qu'il y a eu Nakwarba, il y a eu comme Augusta Paléfo, que tout le monde connaît, comme Port de Bas du Chili. Donc, il y a Sciatique ici qui était aussi sur le film. Le vieux Lazare, comment chanter de regarder Eric Gaïgo. Eric il est Nana. Il y a voilà, il y a Fleur, il y a Amzi qui est dans le film. Donc c'était vraiment et moi j'ai reconnu Oyou et puis Anatole. Mais quelle histoire de regrouper cette bande de... C'est la crème de la crème. La crème de la crème, en tout cas en termes d'humour, mais j'ai envie de dire cette bande de soulards aussi, en termes de rôle. Quand on prend les rôles de Oyou, de Anatole Kouama, de Soum le sapeur, ce sont ceux-là qui ont vraiment... interpréter les rôles de Soulard. Noir également. Noir également, oui. Donc, imaginez un peu. Donc, en fait, tu vois, pour regrouper ces gens, enfin, pour aller au PPS, ils sont allés cours par cours pour chercher les comédiens. Il n'y a pas chez un seul comédien qu'ils sont arrivés à trouver que le gars est free. Non, il est déjà... On a hâte. Il est déjà... voilà. Donc, il est déjà hippone. Ils sont partis pour le PPS tous saoulés. Oh là là! Donc, il faut venir. Est-ce que vous allez avoir la femme ou pas? Non, il faut venir. Il faut venir aussi. Est-ce que le PPS se passera ou pas? Il faut venir voir. Non, mais ce qui est bien avec le film aussi, c'est que moi je connais qu'il y a ça, c'est un témoignage que j'ai reçu de quelqu'un qui m'a dit qu'il est venu avec son bailleur. Tellement son bailleur rigolait, après il a dit non, laisse les 3 mois de loyer. Invitez vos bailleurs et puis venez. Donc on va donner le programme de diffusion. Voilà, ça a commencé déjà hier. C'est au Ciné Burkina. Ça a commencé le 3, ça va aller jusqu'au 16 pour la première période, c'est-à-dire les 2 premières semaines, parce que moi je donne ma tête à couper. C'est un film en 2 semaines, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Voilà, donc la 3e semaine est là garantie, mais sortez nombreux. Voilà, c'est vos déplacements au niveau du Ciné Burkina qui vont faire qu'on va se rendre compte que les 2 semaines ne suffisent pas et on va continuer. Alors, c'est depuis hier déjà, c'est au Ciné Burkina jusqu'au 16 pour la première période. À 18h30, 20h30 et 22h30. Nous, on avait étudié, est-ce qu'avec Soum les sapeurs, il ne faut pas réviser les prix? Mais vous savez que nous nous sommes suivis de très près par le ministère de la Communication et de la Culture. Donc on a maintenu les mêmes prix, malgré que le film, si c'était en Côte d'Ivoire, ça passait de 2000 à 5000 et de 2500 à 7500. Mais pour ne pas être pris dans le filet du ministère, on a gardé les mêmes prix, 2000 et 2500. Alors je ne sais pas la réalisation, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut regarder un peu quand même la bande-annonce, s'il vous plaît? Quelques minutes seulement, je sais que le temps est terminé, mais regardons un peu la bande-annonce. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter ici, donc Loukman, merci. Et rendez-vous, voilà, donc ce soir déjà. Ça a commencé hier, donc ça va jusqu'au 16 novembre. Et probablement avec une prolongation, comme Zampal a dit. Donc toutes les séances, 18h30, 20h30, 22h30, 2000 francs, 2500, Ciné Burkina. Je vais demander à mes frères Bissa, ne faites pas comme les gourous ou les Yatsi. Venez tôt, prenez vos tickets, vous rentrez. Et puis vous les laissez venir sur Je ne rentre pas dans ça. Merci. Voilà, ne rentre pas dans ça. Parce que je suis persuadé que mes frères Bissa, ils sont réglo. Je ne rentre pas dans ça, Zampal. À 17h déjà, ils sont alliés, ils prennent leur ticket. Ah bon, d'accord. La lutte, c'est pour les gourous et les Yatsi. Ok, ce sont tes parents. Bonne séance à tous ceux qui vont faire les déplacements. Bonne séance et rendez-vous ce soir et jusqu'au 16 novembre pour suivre le PPS de Soum le sapeur avec la crème de la crème des artistes humoristes burkinabés. Allez, on se retrouve demain puisque le temps est parti à cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.